Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e numéro d'Andromag. Alors je suis comme chaque semaine entourée de la meilleure équipe, Samy, Guillaume, salut les garçons. Bonsoir Marie. Ça va ? Ça va, t'es pas mal non plus. Hein. C'est vrai ? Ouais, je te plais ? Au top. Merci, bah ouais, un week-end prolongé mais on est quand même là pour assurer l'actualité d'Android. Donc Andromag, c'est donc le rendez-vous sur l'actualité d'Android un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Alors, petit rappel, comme chaque semaine, nous vous invitons à réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter via le hashtag Andromag, donc le dièse Andromag. Et puis, petit rappel aussi de nos partenaires avec qui on est très heureux de collaborer, notamment Android France, dont Guillaume, tu es le digne représentant ce soir. Exactement. Et depuis déjà 2 émissions. Exactement. Ainsi que Gizmodo, qui tweet avec nous et qui vont nous accompagner pour ce soir. Jusqu'au bout de la nuit ? Et jusqu'au bout de la nuit, pourquoi pas, soyons fous. Bon, ça va ? Ben oui, mais on pourrait parler jusqu'au bout de la nuit parce que le sommaire est chargé, on a beaucoup de choses à dire ce soir et on a beaucoup de choses à montrer. Alors, on t'écoute. Eh ben, on va passer au sommaire. Ok, Google. Il est là, le Nexus 5 a été annoncé, enfin, et nous l'avons déjà dans le studio de Andromag. On va en faire le tour dans quelques instants. On s'intéressera ensuite à l'actualité du Play Store avec notamment le nouveau Rayman. On s'intéressera ensuite à un dossier spécial comment jouer, et oui, comment jouer sous Android, avec quel terminal veulent jouer. Enfin, Guillaume d'Android France nous parlera d'Ingress, le jeu de réalité augmentée de Google. Bon, il y a du contenu, hein. Un programme chargé. Ouais. Oui, on a tous du boulot. Hein. J'ai hâte de passer à Ingress parce que je connaissais pas et je crois que Guillaume, c'est pas simple. C'est pas très simple et c'est pour ça que Guillaume est là, parce que Guillaume est un spécialiste d'Ingress. Enfin, vraiment, il connaît très très bien. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de nous parler d'Ingress, parce que moi j'ai essayé et je suis pas allé très très loin parce que j'avoue que j'ai été très vite découragé. Mais on en parle en toute fin d'émission et puis ça va être très intéressant parce que c'est de la réalité augmentée et puis il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Ouais. Et c'est le premier jeu de Google aussi. Ouais, complètement. C'est quand même pas n'importe quel studio. Bon, on va commencer par le commencement et puis on va parler de Nexus 5. Ouais, hein, parce qu'on vous en a parlé longuement dans les précédents numéros d'Andromag et là c'est le moment de revenir dessus un petit peu plus sérieusement. Enfin. Allons-y. À tout de suite. Alors on vous a pas menti, hein. On l'a avec nous, hein. Il est là. On peut le montrer, Guillaume. Hein. On peut le montrer fièrement. Il a été annoncé le 31 octobre, donc le jour d'Halloween. Mais il est tout juste en cours en train d'être acheminé, en train d'être livré au premier possesseur. Déjà en rupture d'ailleurs. Déjà en rupture, oui. C'est qu'une demi-surprise. Hein. Et on comprend pourquoi, parce que finalement c'est quand même un excellent rapport qualité-prix comme tout ce que Google a l'habitude de nous proposer, que ce soit en tablette ou en smartphone. Du coup. Alors on va dire pourquoi, parce que on avait ce téléphone. Alors il faut dire ce qu'il en est, c'est qu'on l'a vu sous toutes les coutures dans les semaines précédentes de l'annonce, parce qu'en fait il y a eu pas mal de, il y a eu beaucoup de fuites autour de ce téléphone. On a vu à quoi il ressemblait. Enfin, son design était complètement révélé. Mais il y avait encore un petit doute sur les caractéristiques, sur les différentes versions. Et finalement, donc voilà, on a les caractéristiques. On va peut-être les rappeler. Donc, l'écran, on le savait déjà, c'est un 5 pouces à peu près. Oui. 4,95. Oui. C'est de l'IPS, c'est du Full HD. On a un écran plutôt qualitatif. Nettement meilleur que, en tout cas pour ce que j'ai vu, nettement meilleur que le Google Nexus 4. Ouais. Enfin, pour ma part. Hein. Ouais. Le design aussi a été complètement changé, exit le verre et puis place au plastique. Ouais. Avec un toucher un petit peu gomme. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un toucher gomme sur le dessus avec l'inscription Nexus dessus. On a l'objectif qui est également un petit peu en relief. On a un objectif. Ouais. On parlera de la photo un petit peu plus tard. Et puis sur le devant, on a une façon que je trouve très pure. Ouais. On a quelque chose de très très pur. Et ça, c'est en logique en fait. C'est avec l'OS.
qui lui maintenant propose une image qui est complètement plein écran. On n'a plus cette petite barre noire dans le bas de l'écran qui diminue un petit peu la taille de l'écran en quelque sorte. Maintenant, on est vraiment sur une interface qui est... on a vraiment une impression de grandeur sur l'interface. Sur un petit écran finalement. Alors, à l'intérieur du Nexus 5, donc on a 2 versions qui sont proposées sur le Play Store. Une version 16 et 32 Go, c'est ça, Marie ? Alors, une version 16 Go à 349 € et puis une version 32 Go à 399 €. D'accord. On tient quand même à me préciser qu'il est équipé d'un des processeurs les plus puissants du marché, pour pas dire le plus puissant du marché. Donc, le Snapdragon 800, cadencé à 2,3 GHz. Donc, c'est quand même pas mal. C'est du bon, Voilà, on s'attend. Enfin, moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester jusque-là, mais en termes de performance... tout à fait. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché. Bon, tous les processeurs font tourner la plupart des jeux, mais c'est vrai que le Snapdragon 800, c'est vraiment le processeur qu'on retrouve sur tous les smartphones du marché actuellement. Très haut de gamme. Tous les smartphones haut de gamme, en tout cas, le Galaxy Note 3, le G2, le G2, etc. Donc c'est vraiment le processeur très prisé par les constructeurs. Et là, malgré le fait qu'on ait un smartphone qui ne soit pas positionné ultra haut de gamme au niveau du prix, Google a quand même tenu à intégrer le meilleur processeur actuel. Donc là, c'est vraiment une bonne chose, un bon point pour ce Nexus 5. Du coup, lors de ton test, tu l'as trouvé relativement fluide Très, très fluide, oui. Le seul problème, c'est vraiment l'autonomie. C'était un petit peu le point noir. On y vient, voilà. Ouais. Donc, on l'a pas encore précisé. Donc, la batterie est de 2300 mAh. Donc c'est un petit peu mieux que la batterie du Nexus 4 qui était de 2100 mAh. Encore heureux, c'est pas la même taille d'écran. Voilà, mais on passe sur un écran Full HD, sur un écran qui est aussi un petit peu plus grand et un processeur bien plus performant. Donc du coup, forcément, au niveau de la consommation énergétique, on le ressent et l'autonomie n'est pas meilleure que sur le Nexus 4. Alors que c'était déjà l'un des points faibles du précédent smartphone de Google. Donc du coup, en fin de journée, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Alors, on en avait parlé dans les précédentes émissions. Il y avait même des rumeurs un petit peu folles qui circulaient là-dessus et qui disaient qu'on aura 2 versions du téléphone avec 2 tailles de batterie différentes. On en avait parlé, tu m'avais parlé de la gamme Motorola Razer qui proposait déjà ça. Moi, je trouvais ça un petit peu aberrant d'avoir... Enfin, on n'est pas habitué à avoir des... Inhabituel en tout cas, oui. Voilà. Et finalement, c'est été nivelé par le bas. On a une batterie 2300, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, ce que je regrettais le plus avec le Nexus 4, c'était l'autonomie, parce que vraiment, c'était un petit peu catastrophique. Ça et l'appareil photo. L'appareil photo, Et du coup, là, on est sur du... Alors, dans cette gamme-là, il faut savoir que j'ai essayé de regarder, mais là, dans les 5 pouces, on a plutôt du 3000 mAh le LG G2, en standard, le LG G2, le Xperia Z1, c'est des 3000 mAh. Là, on est sur du 2300, donc c'est dommage parce que c'est presque le seul hic. C'est vrai, mais on n'est pas non plus dans la même gamme de prix. Et, Exactement. Donc il faut savoir remettre les choses un petit peu dans leur... Donc en fait, si on voulait résumer, c'est peut-être pas le meilleur smartphone sur le marché actuellement, mais c'est de toute façon, mais on n'aura jamais mieux à ce prix-là. C'est un téléphone qu'on peut quand même conseiller. C'est le meilleur rapport qualité-prix, comme le Nexus 4 en son temps, avec quelques défauts. Déjà en particulier au niveau de l'appareil photo, c'était pas le meilleur appareil photo qu'on pouvait avoir sur le marché, mais clairement c'était déjà le smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix. Et là encore, Google cette fois bat des records au niveau du rapport qualité-prix. Alors ce qu'on sait, c'est que le Google Nexus 4 n'était pas top en photo, mais le Nexus 5 fait un petit peu mieux, mais sans plus. Voilà, alors il fait déjà mieux en théorie puisqu'il est équipé d'un stabilisateur optique. Voilà, donc ça change pas mal, mais concrètement, on a un autofocus pas très performant, donc on a souvent des photos floues, on est parfois obligé de refaire la photo, de refaire le focus. De la même façon au niveau des vidéos, c'est-à-dire que tu fais une vidéo, c'est net, et puis au bout de quelques secondes, on bouge un peu et le sujet s'éloigne ou se rapproche. Et à ce moment-là, ça redevient flou pendant une dizaine de secondes, ce qui est vraiment très, très longtemps, quoi. Donc du coup, pendant la vidéo, c'est flou et on ne peut pas faire le focus pendant la vidéo en fait. Il faut juste attendre que l'appareil le fasse automatiquement et ça prend un peu de temps. Donc c'est un peu... donc il y a du mieux, mais c'est toujours pas... Il y a du mieux, mais ça reste quand même un petit peu décevant. Moi personnellement, je m'attendais quand même à mieux. Alors moi j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que sur les téléphones brandés Nexus, on est toujours à peu de choses près, le meilleur téléphone du marché, mais toujours quelque chose qui va pas. Mais par contre, moi je trouve que la grande force de Google, c'est vraiment, ça reste le logiciel. Et alors avec ce téléphone, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Google inaugure
Android KitKat Ouais. 4.4. Ouais, on l'attendait. Oui. Et puis, ça y est, elle est là. Et moi, Android, j'ai travaillé dessus, du coup, pour l'émission et puis pour mon boulot. Et Android 4.4, on s'attendait à quelques nouveautés, finalement, qui sont quand même un petit peu discrètes. Oui, il y en a quand même, hein, mais c'est pas. Alors je vais les c'est lister, pas une révolution. Je vais les lister un petit peu, ce qu'on a retenu un petit peu des annonces Google. On a, et on l'a dit tout à l'heure, on a la disparition de la barre noire qui faisait un petit peu moche. Donc maintenant, on a vraiment une image et un fond d'écran qui est en plein écran. Ouais. On a une option pour choisir son launcher, pour les gens qui utilisent un autre launcher que celui de stock d'Android. Et puis il y a une fonctionnalité qui va peut-être te servir à toi, Guillaume, qui est pour un petit peu dédié aux youtubeurs. C'est du screen recording. On peut faire de la capture d'écran. Exactement, oui. Alors, pour être honnête, j'ai pas encore essayé. Bah donc, oui. Oui, parce que je me demande en quel type de fichier c'est. Est-ce que c'est... Honnêtement, j'ai pas encore essayé. Donc voilà, j'ai mal préparé mon sujet. Voilà, bravo Guillaume. C'est une honte. Bon, on en parlera dans la prochaine émission, sinon. Et surtout, attention, là, ça c'est la vidéo qu'on voit en ce moment. On a un logiciel de retouche photo et d'édition photographique qui est absolument extraordinaire. Il a été bien retravaillé. Ouais. Et sa particularité, c'est qu'il s'inspire de Snapseed, la société qui avait racheté Google auparavant et qui est spécialisée en édition photo. Et alors moi j'utilise Snapseed et c'est pratiquement, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire avec une ergonomie très bien adaptée au mobile. Et c'est pratiquement du Photoshop. On peut presque faire des trucs à la Photoshop, des manipulations à la Photoshop dessus. Et cette fois, ça a été intégré dans le logiciel Google Photos. Donc maintenant, Snapseed et Google Photos ne font plus qu'un, entre guillemets. Et alors, ce qui est absolument magique, et on le voit un petit peu avec cette vidéo, c'est qu'à tout moment, on peut revenir sur l'historique des modifications qui ont été effectuées sur la photo et les annuler, les modifier. Et surtout, une fois qu'on a enregistré sa photo au bout, à la fin des modifications, on peut toujours l'ouvrir et récupérer la version originale de la photo non retouchée. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des modifications non destructives, puisque ça garde le fichier original, ça garde l'information quelque part. Et voilà, c'est ce que va proposer Google dans la version 4.4 d'Android. Et voilà, donc on parlait un petit peu des défauts matériels, mais je trouve qu'au niveau logiciel, ça devient du costaud, quoi. Clairement, ça c'est pas la première nouveauté à propos de laquelle on pourrait parler sur Android 4.4, et pourtant on passe vraiment, pour beaucoup ça va paraître un détail, mais on passe quand même sur une autre dimension en termes d'édition photo sur mobile. On pouvait déjà faire certaines choses, mais là vraiment, tant au niveau des possibilités qui sont offertes que, comme tu l'as dit, du backup, en fait, la possibilité de revenir en arrière sur toutes les modifications qui ont été faites, c'est vraiment une autre dimension. Sur smartphone, en tout cas, c'était pas encore à ce niveau-là. Donc là, complètement. C'est vraiment la vidéo en question est vraiment bluffante. On voit un petit peu toutes les possibilités du logiciel. Alors donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait. On a une barre de notification, et une notification a été un petit peu enrichie. Et voilà un petit peu, si on fait le tour, voilà ce que propose la 4.4. On a aussi quand même la fusion des SMS et des Hangouts. Oui, ça peut en parler sur l'Hangout, Exactement. Et d'ailleurs, on a déjà eu la mise à jour en 4.3. On l'avait déjà eu, oui. J'ai déjà fait des mises à jour de Hangout et de le clavier Google qui a été mis à jour aussi pour un petit peu préparer l'arrivée de la 4.4. Ouais. Donc Hangout intègre désormais les SMS et les MMS, tout ça sous une seule interface. Voilà, c'est ça. Et pour écrire ces SMS et ces MMS, Google a mis à jour son clavier qui propose quelques nouvelles fonctionnalités. Alors, quelles sont-elles ? Alors, la nouvelle fonctionnalité du clavier de Google, c'est déjà il est beaucoup mieux pensé, notamment pour ceux qui aiment utiliser les swipes. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de lever son doigt pour écrire des messages. Le swipe maintenant prend en compte la barre d'espace. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. C'est un gain de temps vraiment considérable. Et moi je l'utilise pas vraiment, donc je peux pas vous dire je l'utilise pas. C'est pas mon truc, mais j'adore ça. Ah, t'adores ça ? Ah oui, j'adore le clavier Google parce que j'écris en swipe, tu sais, sans lever le doigt. Et là-dessus, il y a une grosse nouveauté, c'est qu'auparavant, donc on pouvait faire du swipe pour écrire un mot. Ouais. Mais désormais, on peut écrire toute une phrase
sans s'arrêter. Voilà, sans s'arrêter, sans lever son doigt. Sans lever le doigt. Ça, c'est vraiment... ça, c'est magique. Alors, ça marche pas tout de suite super bien. Il y a une phase d'apprentissage pendant laquelle le clavier apprend les mots que vous utilisez le plus. Donc, et au fur et à mesure, plus on l'utilise, mieux il s'adapte en fait à l'utilisateur. Et puis il y a aussi des nouveaux petits... Emoji. Ah oui. Ça, on aime bien ça. On va pouvoir décorer toutes nos conversations avec des petits bitoniaux. On aime bien s'envoyer ces conneries. C'est quoi? C'est des petits smileys, ces petits animaux, c'est des petits... Oui, voilà, il y en a plein. Ils sont en couleur et tout. Non, c'est trop bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais. Ah, alors, c'est bien ça. En parlant de couleurs, alors là, je suis pas content. Ah ouais, d'accord. Oui, je sais ce que tu vas dire. Il y a un truc, je suis pas content. Coup de gueule de Samy. Je ne sais pas pourquoi, mais en 4.4, donc Google a décidé de faire une 4.4 un petit peu plus sobre au niveau des couleurs. Et donc, adieu le bleu. C'est pas grave, moi je trouve ça. Bah, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve ça beaucoup plus classe, plus épuré. Ouais, je trouve ça un petit peu. Moi j'aimais bien le bleu holo. Moi je vais me placer entre vous deux. D'accord. J'aime bien le jaune, toi. C'est là pour ça, quelque part, Guillaume. Exactement. Je pense que Google devrait un peu donner le choix en fait à l'utilisateur. Ça manque un peu d'un menu où on pourrait donner un thème où on pourrait donner la couleur dominante si on veut, que ce soit que les niveaux de batterie ou les petites inscriptions comme l'heure en haut, etc. Ou quand on veut éteindre le smartphone, que les textes, comme tu le dis avant, ils étaient un peu en bleu. Maintenant, c'est du blanc, gris, c'est très très neutre. Si l'utilisateur pouvait régler ça, en vert, en bleu, en rouge, je pense que ça doit pas être très très compliqué comme fonction à intégrer. Et ça pourrait quand même être sympa. Oui, parce que moi j'aimais bien. Maintenant, c'est blanc. Voilà. On écrit en blanc. Les icônes de batterie, de réseau sont toutes blanches. Tu trouves ça un petit peu... Je trouve ça un petit peu fade. Ouais, voilà, triste. Un petit peu fade. Moi, j'aimais bien. Moi, j'en avais marre du bleu aussi, tu vois. Bon, eh bien, écoute. Bon, il en faut pour tous les goûts, de toute façon. Moi, je suis assez satisfaite. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette mise à jour est déjà disponible chez tous les possesseurs, en fait, avec... Android sur du Android 4.3. On peut déjà mettre à jour son application Hangout pour intégrer les SMS, les MMS dedans, et le clavier Google, à condition d'être en Ice Cream Sandwich. C'est disponible dès la 4.0. 4 ou plus, Voilà pour le petit tour des nouveautés. Il y avait Google Now aussi dont je voulais parler. Ils l'ont enrichi un petit peu. Ils l'ont enrichi un petit peu. Mais alors là, c'était mon coup de gueule à moi. On en parlait sur le Moto X. Vous vous rappelez quand oui. Voilà, on dit OK Google Now et puis ça lance la recherche. Bon, et bien là, c'est possible. Mais alors, devinez quoi? Vous savez pas quoi? C'est pour les US. Pas en français. Voilà. Ah oui. Si le téléphone n'est paramétré en français. Tu peux le faire marcher en France. Il suffit de mettre la langue du smartphone en anglais. C'est nul. Tu parlais en anglais? Oui. Oui, par contre. Faut utiliser son téléphone en anglais. Ah oui, d'accord. Tous les menus c'est nul. Ça va pas être pratique dans le métro. Alors moi, je voulais le faire, je voulais le tester, mais bon, l'anglais, c'est pas un problème pour moi. Il a pas compris ce que t'as dit. Oui, il faut le bon accent, tu vois. Moi, je vais bosser mon accent, mais non. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est ce que Google avait déjà fait avec Google Now quand ils l'ont annoncé, c'est qu'il y avait beaucoup de fonctions qui sont arrivées bien plus tard en France, dans la langue française en tout cas, par exemple pour les suivis sportifs, nous on l'a depuis peu de temps, le suivi des équipes, etc. dans Google Now, alors qu'aux États-Unis ça y est depuis bien plus longtemps. Donc c'est vrai qu'ils annoncent des choses, ils montrent des choses, et puis petit à petit quand on fouille, en fait on se rend compte que ça arrive dans d'autres langues, des fois 12 mois après. C'est un petit peu habituel. C'est un peu dommage. Oui, c'est vrai, on a l'habitude avec Google, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière sur les jeux qui arrivent un petit peu plus tardivement, mais du coup on va se lasser. Tout ce qui va se passer, c'est que moi je suis blasée, quoi. Ça, c'était mon coup de gueule, tu vois. Bon, écoute, c'est dommage, mais on va finir là-dessus. Ah ouais, non, mais sinon c'est une super mise à jour. On va faire super version. Bon, on a beaucoup parlé du Nexus 5, de Android 4.4. Il y a d'autres petites actus que je voudrais aborder. Il y en a une qui concerne les forfaits mobiles, avec une info qui a filtré à propos des prochains forfaits de Virgin Mobile. Et là-dessus, c'est plutôt une excellente surprise, parce que on rappelle que Virgin Mobile a conclu un contrat avec Bouygues Telecom pour utiliser son réseau de 4G. Et on a les premières applications donc de cet accord, avec des forfaits qui devraient arriver très très vite et avec des tarifs que moi je trouve très très intéressants. Donc voilà ce qu'on découvre à l'image, et puis qu'on a déniché chez nos confrères d'univers Freebox. C'est des forfaits
qui sont en H+, ou en 4G, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la 4G n'arrivera chez Virgin Mobile qu'au printemps 2014. Donc d'ici là, ça sera du H+, comme type de réseau. C'est du 42 mégabits seconde, du H+. Ouais. Et à partir du printemps 2014, ça sera de la 4G du réseau Bouygues. Et là-dessus, donc, Virgin nous proposerait des forfaits qui démarrent à 19,90. Voilà, à des tarifs vraiment très compétitifs. C'est pratiquement 10 euros de moins que le moins 10 ans aujourd'hui sur les forfaits 4G. Donc, quand on voit que Orange propose par exemple, je crois pour un peu plus de 30,90 €, je crois, pour leur forfait 2 Go. Oui, mais 2 Go en 4G en plus. Ici on parle de 5 Go pour 19,99 €. Exactement. Donc c'est vraiment... C'est une offre sans engagement, sans mobile, mais on aurait aujourd'hui, alors sur ce tarif-là, ce qu'on a, c'est des forfaits illimités. Chez les Soch, les Red, on a allez, on a au maximum de la... Si, on peut avoir de la H, de la H+. Ouais. Chez Red, à 19,90, on a en fait des appels illimités, on a 41 pays, on peut appeler l'étranger, etc. Mais pas sur de la 4G. Donc ça serait un premier coup d'éclat sur les forfaits mobiles 4G. Plutôt pas mal. Voilà, on voulait un petit peu l'évoquer. Et puis, pour finir, Marie ? Alors, pour finir, une application qu'il faut absolument télécharger, et notamment si vous êtes possesseur d'un Sony Xperia Z1. C'est pas notamment, c'est seulement si vous êtes possesseur. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est une application très, très réduite. Alors, mais elle est pas mal, c'est le Motion Shot, donc qui permet de capturer plusieurs séries d'images pour finalement créer une sorte de courte animation. Oui, on a une vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est pas une vidéo de la fonction sur le Xperia, c'est une vidéo parce que de cette fonction sur les appareils photo de la gamme Nex de Sony qui intègrent déjà cette fonctionnalité, mais c'est exactement la même fonctionnalité qui va arriver sur le Xperia Z1 et malheureusement que sur ce téléphone de la gamme Sony pour l'instant, c'est que sur le Xperia Z1. Et alors qu'est-ce que c'est comme fonctionnalité ? C'est juste en fait ce que fait Samsung avec le Drama Mode, c'est ça, ou HTC ça. Avec le mode stroboscopique. Ça consiste à en fait avoir un petit peu une image en mode rafale et à superposer les images. Ce qu'on avait dit le jour où on avait parlé du Xperia Z1, c'est que moi je regrettais que les fonctionnalités n'étaient pas très évoluées au niveau de la photo. C'était pas équivalent à ce que faisait HTC ou Samsung. Et par contre, Guillaume, toi tu avais rajouté qu'on pouvait enrichir en fait le mode photo avec des petites applications. Voilà. Et en voici un premier exemple. Voilà une. Et je trouve ça intéressant qu'il montre justement qu'il l'annonce sur le Z1, mais qu'il montre cette fonction sur un appareil photo. Il montre bien qu'ils fusionnent vraiment leur savoir-faire côté photo, côté smartphone. C'est assez intéressant au niveau stratégique, je trouve. Non, et puis on peut rajouter aussi des petits effets qui sont disponibles et tout. Non, elle a l'air sympa l'application. Oui, mais c'est plutôt un bon signe. C'est bien, les possesseurs. Il en fallait en même temps, comme tu disais, c'était un petit peu nécessaire pour venir compléter l'appareil photo 20,7 mégapixels. Oui, tout à fait. Bon, alors on va passer à l'actualité du Play Store, mais avant ça, je voudrais rappeler quelque chose de très important. Alors, deux choses vraiment très importantes, c'est que vous pouvez bien sûr nous dialoguer avec nous ce soir via le hashtag de l'émission #Andromag, que vous retrouvez dans le coin de l'écran, @AndromagWatch, tout ça en un mot, comme on le voit à l'écran. Et une autre grande nouvelle que je suis très content d'annoncer, c'est que Andromag est la toute première émission sur WatchDB à bénéficier très bientôt de podcasts. Vous n'aurez plus aucune raison de ne pas nous regarder, de louper une émission. Alors, nous serons disponibles dans 5 formats différents en même temps, en simultané, et tout ça va arriver dans les jours qui viennent, et on va commencer par cette même émission. Donc, cette émission sera disponible en podcast vidéo sur 4 formats différents et en podcast audio. Super. Voilà, donc c'est plutôt les podcasts pour Watch TV avec cette émission. Et ben voilà. Alors faites attention à ce que vous dites. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon là jusque-là. Avec les news du Play Store. Alors, la grosse actu de la semaine. Allez, on y va. La grosse actu de la semaine, et là, j'y tiens. On dirait un gosse. Samy est un gosse, je le répète. C'est la toute dernière surprise des studios Ubisoft qui nous sortent un tout nouveau Rayman et qui donc nous ont mis à disposition les premières images officielles. On va regarder ça et en même temps je vais essayer de vous faire une petite démonstration.
Voilà, on retrouve en fait le personnage de Rayman dans encore une de nouvelles aventures. Mais alors pour ce jeu, Ubisoft a utilisé le même moteur graphique que les jeux Rayman qui tournaient sur PlayStation 3 par exemple. Et c'est vraiment quelque chose de bluffant sur des terminaux mobiles. Et la particularité, c'est que vraiment on a un gameplay que je trouve très bien adapté justement aux tablettes, aux téléphones, puisque en fait le personnage avance tout seul. C'est un petit peu un jeu à un doigt et on doit le faire sauter en rythme pour ramasser ce qu'on appelle les petits êtres, les petits êtres jaunes et avancer dans le niveau. Donc c'est absolument... C'est marrant, il y a des petits cocktails. Oui, et puis t'as des musiques, t'as des choses qui sont vraiment uniques pour un jeu sur mobile, quoi. Vraiment, on est sur un gros éditeur qui sort ce jeu sur les terminaux mobiles. Et alors j'ai essayé de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a les graphismes d'une PS3 à peu près avec oui, c'est le même moteur en tout cas. Bien adapté au smartphone, ça c'est bien ça. Alors en plus, Ubisoft a eu la bonne idée d'utiliser le nouveau système de Google Play de sauvegarde dans le cloud et également de gains. On peut gagner des trophées, des achievements au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et puis donc le jeu est payant, il vaut 2,69€. Ouais. Ce qui reste accessible. Hein. Bah oui, de toute façon, entre les free-to-play où il faut payer pour avancer dans le jeu, alors là on paye au début et après on est tranquille. Et après on est plutôt tranquille, donc après on est sur une carte d'un monde qui est plutôt assez vaste, et puis voilà, le but c'est d'arriver tout au bout, et en traversant un certain nombre de niveaux, et puis voilà, quand on démarre un niveau, hop, en fait on retrouve son petit personnage qui va automatiquement courir. Et en fait, on va en pressant l'écran, on va le faire sauter. Voilà, en même temps qu'il avance. Et puis le but, c'est de ramasser toutes les pièces et d'éviter les pièges. Enfin, vraiment, voilà, mon coup de cœur de la semaine. T'as joué ? Ah bah, j'arrête pas. Très sympa. Bon, alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, Samy, si tu le veux bien. Oula. Puis Guillaume aussi, hein, parce que là, on est aussi là pour bosser. Avec une nouvelle application proposée par Google, et c'est Google Help Out. Donc, c'est une communauté c'est une application qui permet en fait de donner des conseils d'experts avisés dans une communauté de plus de 1000 experts accessibles en vidéoconférence. Oui. 1000 experts. Et puis on peut. Pas 1000 experts. Mais moi, j'ai été bluffé par cette vidéo parce qu'encore une fois, on se dit mais comment personne n'y a pensé auparavant, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. On a une interface comme ça où, enfin ça c'est quelque chose qui c'est super bien fait. Ça peut faire marcher plein de startups, ça peut faire marcher plein de business, c'est incroyable. En fait n'importe qui peut se lancer, même chez n'importe lui, qui, du coup, c'est ça. Mais voilà, ça permet en fait de travailler un petit peu à la maison. Ouais. Tout ce dont on a besoin, c'est une connexion internet, une webcam. Et c'est parti, on peut prendre des cours de guitare, on peut prendre des cours de cuisine, on peut prendre des cours de gym. C'est vraiment un champ très large d'activités et de domaines, et ce qui permet donc de discuter avec un spécialiste et d'avoir des conseils. Pour l'instant, c'est en bêta. C'est en bêta, ça démarre tout juste aux États-Unis et au Canada. C'est dans ces deux pays-là qu'on va pour l'instant retrouver cette phase bêta. Et d'ailleurs, bien sûr, les grandes sociétés sont très intéressées également par ce service, par ce canal, et notamment Google va travailler pour commencer avec Sephora. Oui. Pour des cours de maquillage, j'imagine. Et puis Weight Watcher pour des cours de gym. C'est bien ça, c'est deux trucs qui m'intéressent, tu vois. Donc c'est des services à la personne. C'est en fait une plateforme à travers laquelle on va pouvoir choisir des services. Voilà, moi, je veux prendre des cours de cuisine, des cours de maths, et on va avoir accès à un certain nombre de prestataires et on va pouvoir les choisir suivant leur disponibilité, suivant leur domaine d'expertise, suivant leurs notes, puisque les personnes vont pouvoir noter les prestataires, et suivant leurs tarifs. Ouais, alors comment on fait pour justement rémunérer ces experts ? Eh bien en fait, c'est une rémunération qui est directement prélevée du Google Wallet. C'est ça. Il faut avoir un petit compte. Il faut créer un compte. Les tarifs sont à la minute ou bien ? Alors moi j'ai vu dans la vidéo, on voit des tarifs à l'acte.
D'accord. On a vu $20, on a vu des choses comme ça. D'accord. Donc moi je trouve ça très intéressant parce que tous les prestataires de services vont vouloir être sur cette plateforme et je me demande comment par exemple une société comme Skype n'a pas pensé à mettre en place quelque chose pareil. Ouais, pour monétiser. C'est dingue, parce qu'il suffit d'avoir une visio et puis une connexion internet et parce que je m'imagine que Google va prendre un petit pourcentage, on fait une commission sur les tarifs et ça peut faire très vite du volume. Ouais. Très bonne idée. Bon. Non, c'est bien, on est content. Moi, j'aime bien cette application en tout cas. C'est un super service. On verra quand ça débarque en France. Ouais. C'est un autre sujet épineux, tiens. Alors, on va finir avec les news du Play Store avec une mise à jour. La mise à jour de l'application Vine. Yes. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez. On va rappeler rapidement. Vine, c'est un petit peu une application qui sert à faire des vidéos très très courtes. Des vidéos d'une durée de 6 secondes maximum. Et en prenant des différentes séquences vidéo, puis en les assemblant, on va faire un petit montage rapide. Et alors cette application a été mise à jour, et avec une grosse mise à jour qui permet en fait d'enregistrer des brouillons, de faire un petit peu de créer différents projets et de pouvoir les reprendre par la suite. Et ça permet également d'éditer des vidéos qui sont en cours, qu'on est en cours d'assemblage, d'enlever une séquence, de rajouter une autre, de les remplacer. Voilà, une petite mise à jour plutôt sympa de Vine qui permet de faire beaucoup plus de choses, qui se transforme presque en application de montage photo, de montage vidéo. Complètement. Ouais. Puis je rappelle aussi qu'il y a un meilleur contrôle de sécurité de ce qu'on poste. Et ça, c'est vraiment important. La confidentialité. La confidentialité. Et ben voilà, on a fait le tour pour les news du Play Store. Et puis on va enchaîner tout de suite avec le dossier de Samy. Un dossier spécial gamer. Attention, à tout de suite. Mais on est tous gamers, Marie. Oui, c'est vrai. Mais à vous, tu joues à Candy Crush. Non, moi je joue à Mario. Non, à Candy Crush, non. Ah non, j'accroche pas. Non. Mais Mario, tu crushes pas. tous les Mario. Non, mais Candy Crush, pas du tout. Sur ton téléphone, tu joues à Mario ? Ouais. Ah ouais. Ouais. T'as un émulateur. Je suis comme ça, moi. J'ai un émulateur. D'accord, sympa. Une brave âme m'a offert un émulateur. Pas mal. Voilà. Alors on joue tous, mais on ne sait pas comment jouer. Comment jouer, il y a tellement de manières de jouer sur Android que je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu le tour du propriétaire, on va voir un petit peu ce qui est possible de faire aujourd'hui sur des téléphones, des tablettes Android quand il s'agit de jeux. Et du coup, c'est vrai que c'est une question qui est assez large. Alors la première façon de jouer, c'est celle qu'utilise tout le monde un petit peu dans les transports en commun, c'est qu'on sort son téléphone et puis on joue avec l'interface tactile. Et ça, c'est une façon de jouer qui est aujourd'hui encore très adaptée à des jeux qui sont pensés pour du tactile. Par exemple, prendre un Angry Bird, un Cut the Rope, je pense qu'on ne trouvera jamais une meilleure interface que le doigt. Pour ces jeux-là, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense. Mais alors, on a un certain nombre de jeux qui, eux, ne sont pas du tout adaptés. Par exemple, tu prends un Sonic ou un Mario, c'est des jeux qui n'ont pas été pensés pour une interface tactile au départ. Moi, je sais que j'ai pris un Sonic là, sur le Play Store, et c'est assez galère à manipuler sur une tablette. Et pour ça, on a aujourd'hui une offre assez intéressante en termes de manettes Bluetooth qui vont s'interfacer en fait avec le terminal Android pour permettre de diriger le personnage avec des commandes, avec une interface plus old school, un petit peu plus old school, mais plus adaptée à ce genre de jeu. Alors j'en ai ramené une avec moi aujourd'hui. C'est la Big Ben Game Phone Controller. On la voit là à l'écran. Alors, la particularité de cette tablette, de cette manette, c'est qu'effectivement elle est Bluetooth, mais elle permet en fait à travers un petit système de pince de positionner son téléphone au-dessus, de façon à pouvoir de tenir l'ensemble d'une seule main. Mais on peut aussi détacher cette partie-là et jouer avec une manette Bluetooth classique pendant qu'on pose sa tablette en face de soi. Donc ça, c'est un système sur lequel on va regarder le fonctionnement en vidéo. Et c'est plutôt effectivement, oui, c'est plutôt malin parce qu'il y a un tas de jeux aujourd'hui qui sont faits pour être joués à la manette, après tout. C'est quand même beaucoup plus pratique. À savoir, donc, ce contrôleur, ce Game Phone Controller de Big Ben fonctionne à partir d'Android 3.2. Alors, par contre, au niveau de la configuration, j'avoue que c'est pas simple.
J'avoue que c'est pas simple parce que je m'y suis risqué. J'ai essayé de le configurer pour pouvoir jouer. Alors au départ, c'est sorti un petit peu avant l'été, cette manette. Et elle est adaptée à tous les OS. Donc on a une position iOS, une position Android. Et par contre, il faut la configuration est très différente suivant qu'on soit sur iOS, sur Android. Sur Android, à l'époque, il fallait télécharger un driver sur son PC, le passer transférer à travers une connexion USB sur le GamePhone controller. Ensuite, il fallait aller sur son téléphone, et sur le téléphone, il fallait aller avec un explorateur de fichiers, l'ouvrir, le décompresser. T'as même plus envie de jouer à la fin. C'était vraiment adressé à des hardcore gamers j'aurais lâché l'affaire. Voilà, donc en fait, alors depuis, ils ont sorti une application qui fait tout ça. Donc le driver maintenant est une application sur le Play Store. Par contre, c'est pas encore ça, et il y a encore, c'est encore un petit peu fastidieux. On a un mode d'emploi qui est avec 12-15 points, donc c'est vraiment encore fastidieux. C'est pas encore idéal. La bonne nouvelle, tiens Guillaume, tu as réussi à monter le. Ouais. On va montrer ce que ça donne avec un smartphone dessus. Sympa. C'est sympa parce que du coup, on joue comme ça. On a vraiment l'air d'un nerd dans les transports en commun, mais... mais pas dans les transports en commun, on peut l'arracher facilement quand même. Ça tient relativement bien. Ça tient bien. C'est plutôt... c'est plutôt et on l'enlève assez facilement aussi. On a une autonomie de 16 heures. On a une autonomie de 16 heures avec, et puis c'est pas très cher, ça coûte entre 35 et 40 euros. Ah oui, non, c'est bien. Sur Internet. Mais ça, tu vois, c'est un cadeau de Noël super sympa, par exemple. Alors, c'est un cadeau de Noël, mais moi, je conseillerais pas cette version-là. Tout d'abord parce que j'ai beaucoup galéré pour la faire marcher, et au bout du compte, j'ai pas réussi. Mais également parce qu'une nouvelle version de cette manette est sur le point de sortir. D'accord. Alors, je vous conseille plutôt d'attendre. Elle est dispo pour quand, la prochaine ? Alors, c'est dans les semaines qui viennent, donc ça sera avant Noël. Et c'est une version qui sera, contrairement à celle-ci, qui est toute plate, donc qui n'est pas super ergonomique, ça va être une version qui ressemblera aux manettes de console, avec des tiges sur le côté, sur lesquelles on va pouvoir bien prendre en main la manette. Donc, ça s'appelle le GamePhone Controller Pro, et ça sort dans les semaines à venir. Donc, on en reparlera si on a cette actualité-là. Donc voilà, ça c'était la partie... manette, voilà, on joue avec une manette. L'autre possibilité, c'est de jouer avec en fait un terminal Android qui est déjà adapté au jeu. Par exemple, une tablette dédiée au jeu. On a déjà vu la Arcos Gamepad 2 dans les semaines précédentes. On va revoir à quoi ça ressemble. A été dévoilée par Arcos dans les toutes dernières semaines, qu'elle est désormais disponible à la vente. Elle coûte 179 €, et c'est une tablette 7 pouces. Donc en fait, c'est une tablette qui sert à faire d'autres choses. Mais elle est particulièrement adaptée au jeu, puisqu'on l'a vu sur la vidéo, elle comporte des boutons et des commandes qui permettent de jouer. Et là-dessus, sur le nerf de la guerre avec ces terminaux-là, c'est tout le temps... est-ce que je vais pouvoir jouer à tous les jeux du Play Store ? Alors c'est pas le cas. Les jeux sont petit à petit rajoutés, puisqu'il y a la problématique du mapping. De base, les jeux sont conçus pour un écran tactile. Exactement. Même si c'est pas très ergonomique, c'est conçu pour un écran tactile, et il faut vraiment que le développeur ou le constructeur de la tablette fasse le lien entre les boutons qu'on a à l'écran et les boutons physiques de la manette ou de la console. Donc tout à l'heure, on l'a vu pour la manette que tu as présentée, c'était via un driver, etc. C'était un petit peu compliqué. Et là, pour la console, comme c'est intégré directement à la console, c'est au constructeur vraiment de faire le travail avec chaque développeur. Et là, le travail pour Arcos, c'est vraiment de convaincre les consommateurs que un grand catalogue de jeux seront adaptés. Et je pense qu'ils ont plutôt pas mal travaillé, parce que d'une part, les nouveautés de la Gamepad 2 par rapport à la première, c'est qu'on a un store dédié sur lequel on va retrouver de façon innée, de façon native, des jeux adaptés à la tablette sans aucun réglage. Il suffit de le télécharger et on peut jouer tout de suite. Et puis ils ont un accord qu'ils ont signé avec Gameloft, qui est plutôt un gros éditeur de jeux, et qui précise que tous les jeux Gameloft à sortir seront adaptés nativement à la Gamepad 2. Ils permettront de jouer tout de suite dès qu'on les télécharge. En espérant qu'elle soit un peu meilleure que la première version quand même, parce que
Elle est beaucoup mieux. L'écran est super, c'est un IPS HD. Il fallait. Hein. L'autonomie est mieux. Vraiment, ils ont bien travaillé, moi je trouve. À un prix quand même relativement très compétitif. Comme souvent avec Arcos, c'est vrai que là on a un bon prix. Et c'est vrai qu'elle est bien meilleure que la Gamepad. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est important d'avoir les titres à venir parce que souvent on nous annonce un catalogue, un certain catalogue. Et puis une fois que la mise en vente est faite, que le gros des ventes c'est fait pour Noël, on n'a plus vraiment de mise à jour derrière. Alors que là, on sait que vraiment tous les jeux Gameloft à l'avenir seront compatibles. Ça, c'est assez important. Alors, dans cette catégorie d'équipement qui est déjà prêt à l'usage, donc je voulais rappeler un petit peu la Gamepad 2 qui est maintenant disponible à 179 €, mais on a quelque chose qui est encore au-dessus d'un point de vue spec et la vue, c'est la Nvidia Shield. Ouais, c'est autre chose. Alors Nvidia Shield, par contre, elle qui n'est pas disponible, on va le dire tout de suite, elle n'est pas disponible en France, elle est encore en vente seulement aux États-Unis. On la trouve à $299, donc on n'est pas loin du double par rapport à la Arcos, et qui par contre a des specs vraiment haut de gamme. On a cette fois on n'est pas sur une tablette, on est sur une manette munie d'un écran. C'est un petit peu rigolo. On rappelle quand même qu'elle est équipée du dernier Tegra 4 de Nvidia, donc puissance, tant qu'à faire, puissance maxi quoi. Exactement. Ouais. Non, ça c'est bien, c'est optimisé pour le jeu. Alors elle avait quelques soucis. A été critiquée pour quelques défauts de naissance, et donc elle a été mise à jour dernièrement, et maintenant on a un outil de mapping qui permet également potentiellement de jouer à n'importe quel jeu du Play Store en mappant les boutons. Et puis désormais on peut brancher la télé en HDMI sur la console en HDMI sur une télé de façon à pouvoir jouer écran refermé. En fait, on joue simplement comme si on était sur une console. C'est top. Elle est très belle. Et voilà. Mais alors une disponibilité en France peut-être un jour. Alors peut-être un jour. Ça n'a pas été confirmé pour l'instant. Ouais. Je pense que c'était au CES qu'on l'avait vu l'année dernière. Oui, au CES, au MWC aussi. Également, Donc ça fait maintenant une dizaine de mois qu'on la voit, qu'elle est exposée. Ouais, qu'on en parle. Et puis, elle n'est toujours pas. Elle n'est pas chez nous. Et non. Bon bah donc next. Allez. Alors, prochaine la catégorie encore au-dessus, je dirais, c'est carrément des consoles de jeux sous Android. Voilà, c'est des choses qu'on commence à voir. C'est l'arrivée de consoles de jeux qui proposent des jeux issus du Play Store. Et donc là, on n'est plus sur quelque chose de nomade. On est sur quelque chose qu'on va brancher sur sa télé. Alors, ça reste des équipements qui sont vraiment très petits en taille. On a deux exemples aujourd'hui, toujours pareil dans des catégories de prix un petit peu différentes. On a la Ouya qui commence à dater un petit peu, mais qui a fait parler d'elle, beaucoup parler d'elle cette année, suite à son projet de financement sur Kickstarter qui a réuni plusieurs millions de dollars. Je crois qu'on est à 6 millions de dollars. Qui a battu des records là-dessus. Qui a battu des records de financement. Et là-dessus, sur la Ouya, donc on a un catalogue de 500 jeux. On a beaucoup. Et ce que vous voyez derrière nous actuellement sur cet écran, c'est justement l'interface de la Ouya. Voilà ce que donne la Ouya lorsque vous la brancherez sur votre téléviseur. Et on va pouvoir faire une petite démo tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, on va montrer la console. Si j'arrive à le dépénétrer. T'as besoin d'un coup de main, peut-être, Samy ? C'est l'effet Bonaldi. Alors, parce que là, on parle de console, on n'est plus sur une manette ou autre chose, donc c'est vraiment quelque chose qui va être relié par câble à la télévision. Exactement. Alors là, voilà la UA, c'est ce tout petit cube. Ouais. C'est ce tout petit cube qu'on voit à l'écran. C'est vraiment très 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 compact. Et pourtant, on a une connectique qui est assez riche, puisqu'on va pouvoir la brancher en Ethernet, en Wi-Fi, en Bluetooth. Elle communique en Bluetooth avec la manette. Et puis on a également un port USB, puisque la Ouya sert également de lecteur multimédia. Donc on va pouvoir regarder des films à travers la Ouya, enfin voilà. Elle peut se connecter à un NAS par exemple. Donc tout ça pour $99. Ouais, non, c'est... Donc c'est presque donné. Voilà, c'est multi-usage, on peut faire plein de trucs avec. Et on peut se la faire livrer, on peut l'acheter à distance depuis la France. Donc on l'achète aux États-Unis, elle n'est pas encore distribuée ici. Oui. Mais au moins ça c'est un produit qu'on peut se payer. Qu'on peut, voilà. Ouais. Voilà, et puis le catalogue est plutôt étoffé. Tu disais 500 jeux. Hein. On a 500 jeux. Et au niveau des specs, on est sur
donc du Tegra 3. On est sur du Tegra 3, donc c'est vrai que le processeur date un petit peu de l'année dernière. On a 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. D'accord. Voilà pour la Ouya. Et il y a donc une autre alternative qui est la console Mojo de Mad Catz qu'on va regarder. On va regarder tout de suite. Alors voilà, on a des petites images de la Mojo. On est pareil, on est également sur quelque chose de très compact avec une manette Bluetooth. La différence est le niveau des specs, puisque sur la Mad Catz, qui n'est pas sortie, je précise qu'elle n'est pas sortie, mais par contre, elle sera disponible directement chez nous en France. D'accord. Donc elle sera disponible le 10 décembre au prix de 249 €. Ah oui, c'est un peu plus cher. Voilà, à 250. Alors c'est un peu cher aujourd'hui vis-à-vis des vraies consoles de salon, mais en fait, à travers cette console, on va pouvoir jouer à des jeux Android. On va pouvoir également streamer des jeux qui sont sur son PC et y jouer sur la télé. Voilà, c'est un petit peu technique tout ça, mais c'est au niveau des specs, on est au-dessus, on est sur 2 Go de RAM, on est sur 16 Go de stockage, Tegra 4 aussi. On est sur du Tegra 4, sur une résolution Full HD bien sûr. Oui, en même temps, il y a tous les ingrédients pour faire un produit haut de gamme, donc forcément le prix s'en ressent. C'est ça. Alors on n'a pas encore pu la tester, elle n'arrive que le 10 décembre. Par contre, il est déjà possible de la précommander sur Amazon, sur la Fnac, chez Micromania également. Et voilà. C'est bien, c'est déjà pas mal. Très très bien. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. Avec Guillaume. Alors je vais juste montrer, puisqu'on a la chance de l'avoir sur le plateau, je vais montrer la manette de la Ouya qui, elle, ressemble vraiment à une manette de console. Et c'est une manette qui fonctionne avec 3 piles. Voilà. Et avec cette manette, on va pouvoir, qu'on associe en fait à la console, on va pouvoir un petit peu naviguer dans cette interface. Et on a un menu qui nous présente un petit peu tous les jeux qu'on a pu télécharger depuis le Play Store. Je vais peut-être pouvoir montrer un petit exemple. Et voilà, ça permet de jouer, mine de rien, sur un écran chez soi, en plein écran, sur des jeux qui sont en Full HD, et avec une interface qui est vraiment adaptée à ça. Ouais, c'est assez abouti comme console. Oui, c'est plutôt pas mal. Également, comme l'interface est plutôt pas mal. Je parle pas celle du jeu, l'interface vraiment de la console. Ça permet d'effectuer pas mal de réglages. Donc on associe en fait sa console à son compte Google, et c'est ce qui nous permet en fait d'acheter des choses. Alors vous voyez, au niveau de la fluidité, au niveau de la fluidité, on est sur quelque chose de plutôt rapide. Adapté. On est sur quelque chose d'assez fluide, moi je trouve. Ça, on a en tout cas une très bonne expérience utilisateur. Ouais, puis financièrement parlant, on s'y retrouve aussi. Ouais, pour seulement 99 €, c'est ça ? Dollars. 99 $, oui, ça fait à peu près 70 €. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais il faut compter les frais de port. Toujours. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais. Bah, tu vois. Voilà ce qu'on pouvait dire de la Ouya, et puis d'un petit peu, on a fait un tour un petit peu rapide de toutes les façons de jouer sur Android. Pas toutes encore, pas toutes. Ah, oui, je sais ce que tu nous dis. Alors ça va vraiment être un truc qui m'intéresse. Il y a certains jeux sur lesquels on ne pourra pas jouer sur les consoles puisqu'ils impliquent de se déplacer. Voilà, ça c'est bien aussi. Et oui, beaucoup marché. Alors je pense que tu vas nous parler de réalité augmentée. Exactement, le premier jeu de Google. Eh ben on en parle après un petit écran. Ouais. À tout de suite. Alors Guillaume, à toi. Pour présenter Ingress, donc le jeu sur smartphone et tablette Android seulement, pas encore sur iOS. Pour un coup, on est servi en premier. On peut peut-être déjà regarder le teaser le trailer du jeu. Ouais. Qui met tout de suite dans l'ambiance. Qui met dans l'ambiance, mais qui n'explique pas vraiment les mécanismes. En quoi consiste le jeu. C'est assez abstrait en fait. On voit des gens qui se déplacent dans leur ville,
qui voient des portails, qui voient des choses sur leur smartphone et dans le vrai monde, entre guillemets. Donc on voit un peu le côté réalité augmentée dans le jeu. Alors explique-nous. Mais c'est pas très clair. Alors bon, on va commencer par le scénario qui est assez basique. Donc le concept, c'est on a des chercheurs qui découvrent une matière qui est présente dans le monde entier, un peu comme de l'oxygène ou quelque chose comme ça, qui n'avait jamais été décelée auparavant. Et cette matière, elle a la faculté d'agir sur le cerveau humain. Donc elle agit sur le cerveau humain en positif ou en négatif, on ne sait pas vraiment. Les scientifiques s'opposent un peu sur ce point. Et du coup, deux groupes se forment, tant chez les scientifiques que chez les citoyens du monde entier, pour savoir si cette matière un peu étrange qu'on retrouve partout dans le monde est positive ou négative. Donc de là, on va avoir donc 2 équipes. Ah, donc on a des pro-matières et des anti-matières. Voilà, c'est un peu ça. Des gens qui veulent lutter contre ce phénomène et des gens qui, au contraire, pensent que c'est positif sur le cerveau humain. Et du coup, ils sont pour la mise en place de cette matière. Donc, en fait, on a donc deux équipes qui vont s'affronter dans le jeu. Donc, les résistants d'un côté et les éclairés de l'autre. D'accord. Voilà. Et on joue via son smartphone, c'est ce qu'on voit à l'écran. On joue via son smartphone. Et donc, le concept, en fait, c'est de contrôler le monde, de faire passer, en fait, tous les portails dans le monde de sa couleur. Alors, qu'est-ce que c'est un portail ? En fait, c'est une photo géolocalisée. Donc, c'est-à-dire que on va prendre une photo. Donc, alors bon, ça peut être une fontaine, un beau bâtiment, quelque chose de caractéristique, voilà, un monument, etc. Donc, on va prendre une photo, on va la géolocaliser. Donc, on va lui associer des coordonnées GPS. Bon, ça se fait tout seul depuis un smartphone. Et on va la proposer en tant que portail. Google va analyser cette photo, vérifier que ça existe bien, et quelques jours ou semaines après, ça va apparaître dans le jeu. Et donc ce portail, quand il apparaît dans le jeu, il va être neutre, donc il appartient à aucune équipe. Oui. Et ensuite, un joueur, par exemple, moi je suis un joueur de l'équipe verte, donc les éclairés, si vous avez bien suivi. Et donc je vais, en jouant vers ce portail, je vais le passer pour mon équipe. Voilà. À l'inverse, si je croise un portail qui est bleu, donc ennemi, je vais pouvoir le détruire. Donc je vais l'attaquer avec ce qu'on appelle des bursters, qui sont en fait des bombes qu'on va lâcher près du portail ennemi pour qu'il passe neutre, et à ce moment-là on pourra le récupérer pour son équipe. Voilà. Tu vas le hacker, c'est ça le système de hack là dans le jeu ? Alors en fait le hack c'est pour récupérer du matériel, c'est-à-dire que quand tu attaques un portail, tu vas lancer quelques bombes et après elles disparaissent de ton inventaire, tu n'en as plus. Et pour en récupérer à nouveau, il faut se déplacer vers un portail, le hacker. Et donc là, on récupère de nouveau de quoi attaquer d'autres portails ou de quoi construire ses propres portails. Voilà, donc le concept vraiment important, c'est qu'il faut se déplacer en fait vers les portails. C'est-à-dire que je peux attaquer un portail que si je suis à proximité, parce que mes bombes ont une portée de 50 à 100 mètres environ selon le niveau, puisque donc un joueur commence avec le niveau 1 et il termine avec le niveau 8. Donc plus on monte en niveau, plus on a des bombes qui sont puissantes. Et donc vraiment il faut marcher, c'est-à-dire que si je veux posséder le portail de la Tour Eiffel, admettons, il va falloir que j'y aille physiquement, que je marche jusqu'à là-bas, que j'attaque le méchant portail bleu, que je passe en neutre et que je déploie moi dessus des résonateurs de mon équipe. Voilà. D'accord. Ça a l'air génial. Alors moi j'ai essayé. Il y a plusieurs mois, j'avais demandé un accès à la bêta. Et on m'avait donné l'accès à la bêta, et donc en fait j'avais essayé. Et en fait, alors on a son téléphone. C'est pas très clair au début. Alors surtout tout est en anglais. Oui. Tout est en anglais et c'est vrai que le principe est un petit peu obscur, parce que on a des points sur la carte, en fait, un petit peu en réalité augmentée. On voit où est-ce qu'on doit aller un petit peu, et puis on a des points lumineux sur la carte vers lesquels on va se diriger. Et lorsqu'on arrive vers ces points-là, on peut faire différentes actions. On pourrait regarder un petit peu un passage vidéo qui va un peu illustrer l'interface utilisateur.
Vous voyez ce qu'on veut dire quand on vous dit que c'est pas forcément très clair. Voilà, pour vous montrer ce qu'est un portail. Voilà ce qu'on voit à là, l'écran. ce qu'on voit en vert, c'est un portail. D'accord. Le cercle bleu, c'est la portée que le joueur De l'utilisateur. a. Et là, quand il clique sur le portail, il peut faire plusieurs choses. Donc, il peut le hacker. Ouais. Là, on voit le résultat du hack qui va lui donner un résonateur et un burster, c'est-à-dire une bombe et un résonateur qui permet de construire son portail, en fait. Ah. Là, il tente de le hacker une seconde fois, mais il faut attendre en fait 5 minutes entre D'accord. deux hacks. Ouais. Donc, Faut que ça là, refroidisse. ça ne fonctionne pas. Là, on voit donc l'inventaire de cette personne. Il a gagné un burster. On voit qu'il a plusieurs niveaux de burster, parce qu'en fait, quand tu es par exemple niveau 4, Ah oui. tu peux utiliser des bursters de niveau 1, 2, 3 et 4. D'accord. On ne peut pas utiliser plus. Et donc, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est vraiment le côté se déplacer dans la vraie vie, puisque l'interface du jeu nous montre, de base, en fait, on est sur un peu du Google Maps, finalement, Oui. si on veut Oui, d'accord. montrer l'interface ici. Donc là, c'est assez vert, parce que j'ai joué sur la route. C'est tout vert là. Hein. Donc, Il ne tout à s'arrête toi. pas. Tout est à toi, là, c'est tout, ça. tout n'est pas à moi, non, parce qu'il y a d'autres joueurs qui ont joué aussi. Mais là, on voit un peu au loin un portail. Voilà, on peut cliquer dessus. Donc, voilà, on peut et faire, on peut et là, voir par ce que exemple, si c'est. j'essaie de le hacker, ça me dit out of range. Eh oui, je on suis est trop loin. Il faut vraiment se déplacer Et se rapprocher. pour pouvoir jouer. Voilà. Très bien. Bon. Ah bah très bien. Et alors si on a, on parle de Ingress ce soir, c'est parce qu'en fait on a un événement. Hein, Tout à fait. Alors, il y a pas mal d'actualités en ce moment. Déjà, avant, c'était une bêta fermée, comme tu l'as dit au début. Il fallait demander les invitations. Oui. Et depuis quelques semaines, on n'a donc plus besoin de demander les invitations. Ça y est, c'est effectif. On peut jouer directement. Et le 14 décembre, on aura donc la sortie de la fin de la version bêta, en fait. On Ah oui, aura la une version stable sortira le stable. 14 décembre. Voilà, le Très 14 décembre. Et on aura donc la version iOS, comme on l'a dit tout à l'heure, début 2014. On n'a pas encore vraiment de D'accord. date Ah oui, carrément, il y précise. aura une version iOS. Voilà. Et au niveau de l'actualité, on a pas mal de choses en fait. Niantic, donc qui est la filiale de Google qui développe le jeu, le studio de Google, Oui. en fait, organise des événements dans le monde entier. Ils sont déjà venus d'ailleurs plusieurs fois sur Paris. Donc vraiment, les développeurs du jeu sont venus pour organiser différents événements avec les équipes. Voilà, donc on s'est retrouvés un peu tous dans les parcs. Ah oui, physiquement. Oui, tous C'est marrant, physiquement. Voilà. IRL. C'est l'un des avantages en fait d'Ingress, c'est que pour construire des portails vraiment forts, de très haut niveau, il faut en fait être 8 joueurs au même endroit au même moment. Ah, ok. Ah, c'est pas mal Donc ça. du coup, forcément, on fait plein de rencontres, on rencontre plein de monde. Donc C'est du top. coup, c'est vraiment un c'est marrant. aspect qui différencie. Communautaire, il y a un petit peu un aspect communautaire. Ah oui, tout à fait, ouais. Et pour être 8 personnes au même endroit au même moment, il faut évidemment, ça se fait pas par hasard, il faut s'organiser. Oui, bien Ouais. sûr. Donc on a des communautés Google+, voilà, pour entre Autour joueurs. d'Ingress. Voilà, Ouais. et c'est séparé bien entendu par équipe parce que s'ils savent où les verts vont se regrouper, il suffit qu'ils viennent, ils cassent tout ce qu'on Ouais, forcément. fait. Donc du coup, Ah oui, c'est d'accord. vraiment Mais assez. c'est stratégique quand même. C'est très très stratégique. On Ouais. a beaucoup Tu vas t'y mettre, Marie de Mais secrets cachés. écoute, moi je trouve ça super de pouvoir jouer d'une autre façon que derrière Voilà. son écran. C'est chez très soi, original, tout seul, en fait. quoi. C'est Ouais, très c'est top. original. Le fait Non, de moi je marcher, pense voilà. qu'on devrait se faire une petite partie. Au lieu de rentrer chez toi le soir, tu descends une station de métro plus Ouais. tôt et tu C'est trop drôle. et tu joues, tu Mais hackes, là, tu sur le chemin du détruis. retour, on va se faire des petits. Voilà, ben Hein voilà. Ah ouais, on fait ça va être. Ah, Mais alors, alors, bon. tu joues chez les éclairés, hein. Vous jouez chez les D'accord. éclairés. Pas la Ouais, on résistance, n'a pas le choix, attention. de toute façon. Promis. Alors voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu ce soir sur dans ce 7e numéro d'Andromag. C'était dense. On rappelle notre compte Twitter qui est @AndromagWatch si vous voulez nous rejoindre et être à l'écoute de notre actualité. Oui. Et puis vous voilà, réagir. merci Guillaume d'avoir été là ce soir. Merci, Marie. De rien. Merci à vous. On se retrouve dans lundi. On se retrouve dans 2 Dans semaines. 2 semaines. Deux semaines. Et oui, bientôt la fin de l'année. On va rappeler les podcasts, Samy. Bien sûr, donc alors même, c'est une bonne nouvelle. surveillez notre compte Twitter parce qu'on va vous parler des podcasts qui vont être disponibles dans les toutes prochaines heures, les tout prochains jours. Et cette émission sera la toute première à être disponible, Ouais. y compris sur l'iTunes Store. Hein. On sera dans les podcasts disponibles sur iTunes et en format vidéo et en format audio. Je vous propose qu'on aille fêter ça maintenant. Allons-y. À très bientôt. Merci, à dans au 2 revoir. semaines.